Ok. Salut tout le monde. Euh, Ça fait toujours un peu bizarre par rapport au BBL de pas voir les gens en direct et pas voir les réactions, donc du coup on va déjà essayer de faire comme ça. Du coup, on va discuter un petit peu de la révolution informatique, on va dire, et surtout d'où est-ce qu'on est parti pour où est-ce qu'on était arrivé, et comment c'est devenu le bordel dernièrement. Enfin, ça c'est mes avis personnels bien sûr, mais en général c'est basé sur de l'expérience et bonne ou mauvaise à chaque fois. Salut tout le monde. Alors d'habitude, pour les BBL et autres, je vous demande un petit peu de vous présenter, de voir à peu près faire un tour d'horizon pour savoir quelles sont vos préférences, votre milieu technologique, est-ce que c'est plutôt la sécurité, le développement, l'infrastructure, ou les trucs comme ça. Quand c'est en one way comme ça, c'est un peu plus difficile, mais donc du coup n'hésitez pas à chaque fois à mettre ça dans le petit chat, je regarde un petit peu ce que vous marquez. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par un petit peu d'histoire, pour voir où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on est arrivé, et qu'est-ce qu'on peut changer ou au contraire améliorer. Du coup, bon, on va dire que le tout début c'était la tablette d'argile, hein, en 3300 avant Jésus-Christ. Il a fallu attendre quand même 4000 ans pour voir apparaître le premier outil, le boulier, pour tout ce qui est calcul. Puis ensuite à nouveau 1000 ans pour avoir la pascaline, la première... touche à tout, ouais. Du coup on a le boulier, puis enfin la pascaline. Peut-être que vous avez dû voir ça dans les musées de curiosité ou les... peut-être plutôt dans les musées d'histoire. La première calculatrice mécanique, qui était simple, qui ne faisait que addition et soustraction, mais qui au moins permettait de ne pas se tromper là-dessus. C'était quand même assez compliqué. Puis les cartes perforées, bon, parce que à la base c'est fait pour un métier à tisser, maintenant vous le savez, vous le voyez soit dans les pianos qui jouent tout seul ou dans les orgues de barbarie. C'est à peu près le dernier usage qui en est encore actuel. C'est très rigolo, mais c'était un peu une autre époque. Et cette idée des cartes perforées a été réutilisée pour faire la première machine analytique, euh, donc du coup qui servait à plus ou moins de programmation, donc c'était à peu près la même chose que Pascaline, mais en programmable avec des cartes. Puis ensuite, 100 ans plus tard à nouveau, donc du coup on arrive déjà dans les années 1930, il y a le Zeus Z1 qui est arrivé, qui était une des premières machines qui était encore mécanique, il me semble. Puis ensuite, il y a eu l'IBM Mark I, qui était le premier système binaire, donc lui pareil, il était mécanique. C'était une énorme série de pièces mécaniques qui tournaient dedans. Enfin, nous, notre temps, on voit ça, on se dit c'est monstrueux, comment est-ce qu'ils faisaient pour travailler aussi bien, pour penser à un truc pareil, alors qu'à l'époque c'était délirant de complexité aussi. Ensuite, une année plus tard, bah, il y a eu la bombe de Turing, qui était donc du coup la première bombe électromécanique qui a servi à casser le code d'Enigma, donc du coup marquant le tournant de la guerre. Et donc du coup elle était également mécanique, et surtout, la même année, il y a eu l'ENIAC, qui était le premier ordinateur à utiliser des tubes à vide. Donc ça pesait 30 tonnes, ça chauffait, c'était monstrueusement lourd et plein de problématiques aussi. C'est même l'ENIAC qui a créé le premier bug. Le terme bug, ça vient de là, parce que les insectes se collaient dans les lampes à vide, attirés par la chaleur, et donc du coup ça brûlait, ils brûlaient dessus, et puis ça faisait des courts-circuits électriques, et ça introduisait donc du coup des problèmes de calcul. Donc le terme bug vient de l'ENIAC, qui a servi également à faire les premières simulations d'expérience de la bombe H. Donc du coup, là-dessus, c'était principalement une utilisation militaire. Ensuite, si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? Même si vous avez lire et vous doutez ce que c'est, faut quand même se dire que ce truc-là, énorme,
c'était le début de la vraie révolution informatique. C'était justement le premier transistor, donc au niveau électronique, c'est ce qui permettait de faire un appel de courant plus fort avec un signal beaucoup plus faible. Et donc du coup, avec cette première version de transistor, il y a eu Texas Instruments qui a fait le premier circuit imprimé, 10 ans plus tard. Donc du coup, déjà vous voyez dans les timelines que là avant on était à centaines ou à milliers d'années, là on est plutôt à 10, 5, voire 2 ou 1 année. Donc du coup, on commence déjà à avoir un petit peu l'accélération. Là, la première version de ce transistor-là, enfin de ce circuit imprimé qui a été fait complètement dégueulasse, mais après il était raffiné, et puis maintenant ça fait les petites puces qu'on connaît et qu'on utilise un petit peu partout. Et 2 années plus tard, on a eu donc du coup grâce au transistor, le premier vrai gros ordinateur donc de IBM, le IBM 7000, qui était déjà beaucoup plus compact comparé aux énormes machines mécaniques ou électromécaniques qu'on avait avant. Et donc du coup, c'est déjà le début de la miniaturisation. Qui dit miniaturisation, dit consommation électrique moindre, dit aussi utilisation de moins d'espace, de moins d'électricité, ça chauffe moins, etc. Puis donc du coup, pareil, on améliore de plus en plus les techniques, et donc là, 4 ans plus tard, ça c'est un DEC PDP-8. Peut-être que vous avez dû entendre parler de ces vénérables machines, les PDP qui étaient vraiment les premiers systèmes vraiment connus pour aussi bien dans la culture populaire que dans... Si vous regardez un petit peu Opération Espadon, on se souvient que il disait qu'il avait caché le code de son verre dans le dernier PDP-8 encore en ligne. Bon, ça ressemblait à ça. Puis bon, pour la petite déconnade, ça, c'est un IBM 350. Dans cette boîte, il y a un disque dur, c'est cette taille-là, de 5 mégas. Voilà, 5 mégabits, ça représentait ça à l'époque. Là maintenant, vous pouvez rigoler un petit peu tout ce que vous voulez avec votre téléphone, ou même une clé USB, ou même une carte micro SD, où on peut mettre 1 Tera sur la taille d'un pouce. Il faut savoir qu'on est parti de là, et c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un peu moins donc, du coup, de 60 ans. Et pareil, dans l'optimisation aussi de la course à la recherche, souvent on se demande à quoi ça sert de dépenser des sommes folles à aller dans l'espace, à faire du militaire, à faire des trucs comme ça. Bah faut savoir que les micro-ondes, c'était un usage militaire à la base. Apollo, qui donc du coup était un des tout premiers, donc du coup tout le programme Apollo avec l'Apollo Guidance Computer, c'était un des premiers ordinateurs qui faisait que 32 kg. Donc comparé au reste de l'époque, c'était monstrueux. Monstrueusement compact, extrêmement puissant, et surtout il y avait plein de technologies qui ont été utilisées après, comme tout ce qui était l'utilisation du superscalaire. Donc, du coup il était multitâche, il pouvait faire jusqu'à 6 tâches en simultané. Et derrière, donc du coup ça permettait d'améliorer grandement la puissance de calcul qui était que de 47 kHz, mais qui a quand même réussi à emmener des gens sur la Lune. Faut pas l'oublier. Ça à l'époque aussi, c'était pour la mémoire, comment est-ce qu'on a pu passer en 69 d'un disque qui faisait plusieurs tonnes comme ça pour 5 mégas à du stockage certes plus petit mais qui était beaucoup plus compact. En fait c'était basé sur des spires et le travail était fait justement par des dames qui savaient à la base qui étaient couturières et qui donc du coup elles faisaient les 0 et les 1 en passant dans des bobines de cuivre un fil électrique. Et donc du coup c'est comme ça qu'on faisait le stockage. Donc eux ils avaient vraiment pas le droit à l'erreur parce que fallait pas, s'ils se trompaient à un endroit, fallait enlever, débobiner tout le fil. Donc vous pouvez imaginer un peu la galère. Il y a eu deux superbes vidéos. Donc il y a déjà des simulateurs de l'Apollo Guidance Computer, où vous pouvez revoir justement tout ce qu'il y avait effectivement à l'époque, tout ce que les astronautes ont dû faire pour programmer. Hein. C'était très loin des interfaces très sympathique qu'on peut avoir actuellement avec du web ou même maintenant sur SpaceX, un touchscreen et autres. Il n'y avait rien de tout ça, c'était juste des numéros, des écrans et voilà, débrouille-toi. Avec ça, ils ont quand même réussi à aller assez loin. Et des vidéos très intéressantes aussi sur les internals sur Splinter Everyday, un très bon channel
comme plein d'autres. Là, on va repasser justement sur tout ce qui était vraiment micro-ordinateur. Souvent, on dit que le Micral, c'était le premier micro-ordinateur. En fait, c'était le premier qui était vraiment super compact. Euh, la même année, en 71, il y a eu donc, du coup, l'Intel 4004, qui est un processeur sur 4 bits, qui est sorti. Il y avait donc du coup également la HP35, donc, du coup c'est les grands acteurs qu'on connaît actuellement. Le 8008 est arrivé juste une année plus tard, ensuite c'était l'Apple One. Donc du coup l'Apple One qui était... je pense pas qu'il y en ait encore beaucoup d'exemplaires actuellement, mais qui était quand même une première grosse révolution, parce que c'était un des premiers qui tournait quand même à 1 MHz. Et donc du coup c'est 5 ans plus tard que IBM va sortir l'IBM PC, donc du coup qui est la base de tous nos ordinateurs qu'on a actuellement, donc ça fait 40 ans que ça existe, l'IBM PC qui est basé sur un Intel 8008, donc à 4.77 MHz. On était encore très loin des gigahertz actuellement, mais c'était quand même pas mal. 97, bon, il y a plein d'autres évolutions mais c'est pas très important. L'autre grosse avancée majeure, on va dire, c'est que en 97, Deep Blue il bat Garry Kasparov. C'était quelque chose qui était considéré comme extrêmement complexe sur des problèmes mathématiques tels que les échecs, qui étaient avec un ensemble probabilistique monstrueux. Il y avait beaucoup trop de capacités dessus, et ça demandait des calculs qu'on imaginait les machines n'étaient pas capables de le faire. En 97, donc du coup, ils ont quand même réussi à faire une première machine qui a battu le champion mondial des échecs. Et après, derrière, il y avait toujours, même après les échecs, il y avait toujours eu le Go qui était encore plus complexe, où le nombre de combinaisons explose encore plus vite, et donc du coup là on s'est dit, non, c'est bon, c'est mort, les humains resteront toujours les maîtres en ce qui concerne le jeu de Go. Bon bah jusqu'en 2016, où AlphaGo bat Lee Sedol, qui est le numéro 3 mondial du jeu de Go, et donc du coup forcément il s'ensuit un gros tollé, on va dire, en se disant, bah tiens, c'est juste un gros agrégat de plein de calculs mathématiques, enfin plein de calculs qui a stocké tous les jeux, toutes les parties de Go qui ont été faites par tous les humains, et donc du coup, c'est juste une énorme base de données dans laquelle il a pu piocher en faisant des statistiques. Donc du coup, ils ont fait une autre version, qui était AlphaGo 0, l'année suivante, qui elle est entièrement basée sur du deep learning, donc du coup ce n'est plus basé sur un jeu de données tel que l'apprentissage, donc du coup l'apprentissage sur les jeux de données qui existent. Là ils lui ont juste mis, tiens, ça c'est les règles, fais n'importe quoi, tu vas avoir un feedback pour dire oui t'as le droit, non t'as pas le droit, et puis il a joué comme ça des centaines de parties. Et alors que pour entraîner la première version d'AlphaGo qui a mis des mois avec des datasets existants, qui étaient donc du coup les résultats des parties de jeux déjà existantes, donc par des joueurs humains, là il a été entièrement, en seulement 3 jours d'apprentissage autodidacte, ça a pu battre 100 parties à 0, donc éclatage total, ce qui avait été avant AlphaGo basé sur des datasets. Donc du coup, c'est justement ça, tout ce qui est le deep learning, ce qu'on appelle justement actuellement le deep learning, et surtout les problématiques que ça peut impliquer sur les biais, c'est les biais de... Quand on dit une IA est raciste ou n'importe quoi, en fait ça dépend du jeu de données qu'on lui insère. Si on lui insère pas un jeu de données qui est uniforme, il va prendre des habitudes où il va se dire justement, bah tiens... un chien, c'est forcément une longue queue, des poils longs, et voilà. Alors que derrière, si vous montrez un chien à poils courts, bah, il dira, ah non, c'est pas un chien, il a pas les poils longs. Alors que parce que derrière, vous ne lui aurez montré que des images de chiens à poils longs. C'est un peu ça ce qu'on appelle le biais de l'IA. Donc du coup, c'est un peu comme ce que je disais, il apprend maintenant avec des raids de feedback, mais il faut toujours une intervention humaine. Hein. C'est un peu comme... l'esprit bicaméral, c'est pas encore, il est pas encore capable d'introspection ou de conscience. C'est pas encore l'IA qu'on dit ça va prendre le contrôle du monde. Non, on prend un système de données, on le forme de façon intéressante pour le problème qu'on veut traiter, et ensuite seulement ce programme-là ne saura faire que ce type de traitement-là. Il sera optimisé pour ce truc-là.
une autre partie, justement une autre évolution qu'on appelle, maintenant qui est un peu toujours dans l'histoire, qui est tout ce qui est processeur quantique. On dit attention, les processeurs quantiques, ça va être la nouvelle révolution, ça va être le futur de l'informatique. Alors oui, effectivement, mais pas pour tout. C'est-à-dire que le premier le premier processeur quantique a été imaginé par Shor en 94, ça ressemblait à peu près à ça. Mais au final, en fait, il faut bien se souvenir aussi que cette petite partie-là, c'est dans cet énorme système cryogénique, qui ensuite est dans une énorme boîte comme ça. Donc du coup, faut pas imaginer que n'importe qui pourra l'avoir chez soi. Ça va pas être en termes de remplacer ça va pas remplacer votre ordinateur dans la maison. Ça, c'est juste pareil, un outil qui est traité et optimisé pour des calculs mathématiques extrêmement précis. Donc, du coup, ça vous permettra pas de faire tourner Windows dessus ou n'importe quoi. Donc du coup, sur ce rapide retour sur l'histoire de l'informatique, déjà on a pu voir que ça s'accélère grandement, et maintenant que le hardware est relativement stabilisé, on est arrivé à un problème de distribution des applications. Et donc du coup, comment on fait la distribution par l'abstraction? Donc avant, on était très proche du code machine. Enfin, on faisait du code machine, on développait en code machine qui était compréhensible directement par le hardware. C'était valable pour les cartes perforées, il fallait savoir que telle suite c'était comme ça. C'était pareil pour Apollo Guidance Computer. Il y avait tous ces éléments-là qui étaient vraiment des écritures one-shot d'un programme pour répondre à un problème donné, et qui étaient intimement liés au hardware. Et donc du coup, il y avait autant de hardware qu'il y avait de constructeurs, donc du coup, même encore maintenant, on en garde une certaine partie, comme le x86, qui est le plus connu, l'ARM, qui a beaucoup évolué grâce aux ordinateurs, enfin, à tout ce qui était embarqué, les téléphones, les smartphones et des trucs comme ça. Ça a vraiment été une ascension très rapide grâce à ça. Parce qu'avant, il y avait également, dans tout ce qui était carte embarquée, dans votre distributeur de canettes au bureau, dans votre badge entrée de chez vous, etc., c'était d'autres plus petites types de microcontrôleurs, comme par exemple, il y avait du 68000, le Motorola 68000, il y en a beaucoup qui ont entendu parler, les combats de robots, je sais pas si vous connaissez, les Robot Wars, justement, c'est les robots qui doivent s'entretuer, et puis il en restera qu'un. Au contraire, il y avait des machines beaucoup plus enterprise, donc du coup que moi, quand j'arrivais, j'étais jeune étudiant, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler j'avais jamais vu ce que c'était qu'un Alpha Deck, ou même ce que c'était qu'un IBM Power ou un Spark Sunfire 25K. C'était des paquebots, c'était vraiment des machines qui étaient extrêmement lourdes. Donc, par exemple, si je cherche une image d'un Sunfire 25K ou même d'une Bessan, c'est des monstres qui coûtaient extrêmement cher, et que, en tant qu'étudiant ou même en tant que particulier, vous n'étiez pas capable de connaître derrière si vous n'étiez pas dessus. Par exemple, là, ça faut bien se rendre compte que... D'accord, merci. Est-ce que c'était l'image, pardon. Link, j'ai pas l'image. Non, c'est pas grave. En gros, vous voyez, un Sun 25K, c'était un châssis complet dans lequel on mettait des modules mémoire et I/O, avec les blocs d'alimentation en bas, et voilà, c'était un truc qui coûtait plusieurs millions et qui ne s'arrêtait jamais. Même pour la démarrer, il fallait une clé, je crois. Pour la démarrer, l'arrêter. Donc du coup, avec toutes ces différentes versions de hardware qui existaient, bah du coup, il y a eu un trend qui en est sorti, que justement, on parlait donc du coup de l'IBM PC, qui était donc du coup le premier micro-ordinateur vraiment pour le commun des mortels, et c'est ça qui a vraiment permis de donner toute sa visibilité au x86. Donc, du coup, maintenant, tous les ordinateurs, quasiment tous, les serveurs, les serveurs ou même derrière les laptops, les desktops, tout est du x86. Du coup, maintenant, sur le x86, l'architecture, on avait historiquement 3 constructeurs qui étaient donc du coup Intel, et qui avaient fourni les licences d'exploitation à c'était Cyrix, ou c'était AMD déjà, et d'autres, comme il y a eu par exemple, il y a eu VIA aussi, mais maintenant c'est uniquement Intel et AMD, les deux seuls qui règnent en maître là-dessus. Et en faisant cette
unification, justement, ce choix du hardware, ça a permis de créer tout un outillage et tout un écosystème qui n'existait pas avant. Et donc maintenant, on a pu optimiser grandement tout ce qui est compilateur et interpréteur pour ces applications-là. Donc si les compilateurs et interpréteurs existaient avant que x86 ne soit justement ou ARM ne soit les maîtres du duo, mais c'était la première autre évolution, c'est au lieu d'écrire du code machine qui était propre à un hardware, on pouvait faire une abstraction, utiliser un langage humain. Donc les premiers langages, on avait quoi? On avait Pascal, on avait Fortran, on avait Basic, on avait le premier gros langage étant après C, un truc qui est encore utilisé majoritairement dans quasiment toutes les applications, même le kernel du Linux il est en C, donc du coup c'est encore un des langages hégémoniques actuellement. Et donc du coup le fait de pouvoir s'abstraire de parler le langage de la machine qui est propre à chaque machine, donc du coup on est revenu encore un coup en arrière, on a fait une première abstraction. On définit les tests dans un langage où on définit des variables, on définit des tests, des opérations à faire et des résultats qu'on attend ou pas. Et donc, du coup avec cette abstraction-là, on a permis d'optimiser, de changer non plus le code complet, on a changé juste des morceaux dans le compilateur pour faire des optimisations plus fortes. Et donc du coup de changer le code binaire, le code machine qui était généré à la fin. Du coup le parallèle de ça, c'est que quand on met plus d'abstraction, ça fait également plus d'endroits à regarder, et donc du coup ça peut générer plus de problèmes. Qui dit abstraction dit généralisation, c'est-à-dire un élément qui était extrêmement spécifique pour répondre à un problème donné avant, maintenant il devient générique, et donc du coup il faut le configurer correctement, il faut aussi le monitorer et vérifier qu'il fonctionne bien dans ce qu'on veut faire. C'est devenu tellement complexe, donc du coup vous allez voir à chaque fois les applications, quand vous allez développer votre soft, quand vous allez voir justement... Ah pardon, j'ai pas vu les questions. Qu'est-ce qu'il fait entre toutes les différentes architectures? Qu'est-ce qu'il fait entre toutes les architectures? Bah, c'est majoritairement les instructions, donc du coup c'est vraiment très proche du hardware, c'est-à-dire que en général on a le pipeline qui va prendre des instructions du programme, donc du coup de la mémoire de stockage, qui va ensuite les charger dans sa mémoire vive pour pouvoir traiter, et ensuite va être utilisé par le CPU, il va justement rechercher il va exécuter les calculs qui ont été demandés par le programme. Qu'est-ce qui change entre les architectures? C'est vraiment aller du tout au tout. Souvent on parle de RISC ou CISC, donc Reduced Instruction Set ou Complex Instruction Set. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de mots de langage dans un CISC, ça va être complexe parce que vous allez avoir de multiples langages, de multiples opérations, donc des opcodes qui vont permettre de faire une addition, une soustraction avec juste un mot différent, genre add, sub. Donc du coup le CPU va avoir add un registre avec une valeur, donc du coup il va faire l'opération et renvoyer le résultat. Le risque est justement beaucoup plus réduit en termes d'opcode disponible. Et donc du coup ça, une opération comme une division ou je sais pas un bit shifting, ou je parle même pas d'AVX ou d'opérations qui sont beaucoup plus complexes, alors qu'en CISC vous allez avoir un mot pour le décoder, donc dire que vous voulez faire une addition, une soustraction, un bit shift, n'importe quoi, bah du coup en RISC vous allez devoir dépiler, enfin ça va être le compilateur qui va faire cette traduction pour vous, qui va donc du coup dépiler de multiples opérations pour faire le même résultat. L'avantage du RISC, c'est que c'est plus simple à produire. L'inconvénient, c'est que ça met beaucoup plus d'opérations et beaucoup plus de charges sur le software. L'autre avantage, c'est quand même aussi que s'il y a un problème derrière, vous pouvez facilement mettre à jour le software plutôt que de changer le CPU, ou pour lequel justement ça va être, faut remplacer le hardware, donc du coup ça a un coût assez significatif.
Dans l'histoire de ce truc-là, il y avait les premiers bugs, je crois, si on cherche Intel FPE bug, c'était les premières générations de Intel. Si je mets bug CPU catastrophique, il y avait justement un problème de calcul. Donc c'était sur les premiers Intel Pentium. Si vous allez voir là-dessus, mais donc, sur les premiers Intel Pentium, il y avait l'opération de division en virgule flottante qui générait une valeur erronée. Et donc du coup, ça à l'époque, ça pose un gros problème à Intel parce que justement ils ont dû faire un rappel complet de tous les CPU, ou alors faire d'autres opérations derrière pour pouvoir limiter ça. Donc maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis ce moment-là, ils ont créé un microcode qu'on peut mettre à jour pour pouvoir patcher plus ou moins le CPU à la volée. Mais même dans le RISC ou dans le CISC, même le CISC, il va à l'intérieur transcrire les opérations x86 CISC, les CPU ils vont transcrire ces opérations-là en des opérations beaucoup plus simples à traiter pour l'interne du CPU. Et ça, c'est ce qu'on appelle le microcode. Non, j'ai une bêtise. Si, les micro-ops. Il va en transcrire justement le x86 en micro-ops qui vont être ensuite optimisés. Donc si par exemple je cherche l'architecture du Skylake sur Wikichip, on va voir que cette partie-là de décodage et de récupération des instructions et de décodage est faite par la partie front-end du CPU. Hop, si je prends ça, je prends un cœur individuel, tac. Oui, donc ça, il faut imaginer que c'est juste un seul corps. Donc ça, c'est juste un seul corps du système. Et donc du coup, physiquement, cette partie-là est découpée en un front-end, qui va justement faire le décodage des opérations. On va reprendre ici, vous allez voir les instructions cache, parce que comme on dit CISC, c'est un jeu de plus de 300 ou 500 instructions, avec qui ont encore des différences derrière, selon si vous mettez une valeur 32 bits, 16 bits ou 64 bits. Et donc du coup, le boulot du front-end, c'est de décoder, de faire certaines opérations, certains jeux sur l'avenir, d'optimiser le tout, pour ensuite transcrire en micro-op. Donc du coup, justement, c'est la partie décodage ici. Vous allez avoir la partie en micro-op. Et donc ensuite, le reste du traitement va être fait en micro-op. Surtout le vrai traitement étant fait dans l'Execution Engine, ici, étant fait par les Execution Units, qui elles sont spécialisées. Par exemple, ça, les int ALU, elles savent travailler sur les opérations, addition-soustraction sur des nombres entiers. Tout ce qui est floating point, la division, il y a une seule execution unit qui sait faire une division de nombres flottants par cycle. Pareil. Ici, par contre, à la différence, vous voyez, vous pouvez faire jusqu'à 4 opérations en simultané. 4 opérations sur des nombres entiers en simultané. Alors, un programme qui est fait pour une architecture simple fonctionne sur une architecture qui comprend plus d'instructions, c'est-à-dire que maintenant, l'intérêt des langages de programmation haut niveau, comme du C, du Java, du CPP, du JavaScript, du whatever, c'est justement d'avoir une abstraction, c'est-à-dire que le boulot de traduction entre les différents langages, c'est fait par le compilateur. C'est plus fait par le langage. Donc techniquement, il n'y a rien qui empêche un programme en C ou en C d'être compilé indifféremment pour de x86, de l'ARM, du MIPS et autres. La seule chose qui change derrière, ce sont les implémentations au niveau du kernel, où parfois on peut avoir des syscalls différents. Donc, du coup, le kernel pour des architectures différentes va avoir des API différentes, et ces modifications-là, ces changements de kernel-là, vont impliquer d'avoir des changements au niveau du code. Mais derrière, un même code en C qui fait, si vous voulez juste faire une addition, une soustraction, le code sera rigoureusement le même pour un code C sera le même entre du MIPS, de l'Arch ou n'importe quelle autre architecture. Donc du coup, tout ça, on parlait de tout ce qui était application. Donc du coup, tout ce que vous allez développer, c'est uniquement cette partie-là.
temps en temps, vous allez pouvoir également utiliser des librairies système. Typiquement, si vous codez en C ou autre, ça va être la libc, et vous pouvez voir que n'importe quel programme, il va faire appel à la libc. Donc par exemple, si je prends... alors, bon, je vais prendre... je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, dans les librairies nécessaires pour faire fonctionner, donc ça c'est des outils du Elf, donc le Elf, c'est encore une autre construction qui a été utilisée pour justement structurer un peu la donnée telle qu'elle va être stockée et ensuite utilisée par les applications pour justement pouvoir s'abstraire du type d'Unix. C'est-à-dire qu'un binaire, ici, là il est créé pour x86-64, mais je pourrais également, dans ce format de fichier ELF, il peut faire fonctionner sur du 32, du 64, du Big Endian, du Little Endian, il a besoin d'interpréteur ou pas, est-ce qu'il peut fonctionner pour du Linux, du Solaris, du SunOS, etc. Et donc du coup, ça simplifie grandement la tâche d'avoir à faire que une seule structure. Donc là, ensuite, on a quand même des différences entre le ELF, qui est typiquement le standard sur les Unix, et ce qu'on appelle le PE, qui est l'environnement Windows. Et derrière, par exemple, on peut faire tourner des binaires PE sous Linux. Pour ça, il suffit juste d'utiliser Wine. Et avec Wine, on peut lancer une application Windows qui était donc du coup en format non pas ELF, mais en format PE, et l'utiliser sur machine. Ça change rien. Donc du coup, ça c'est juste pour les librairies système. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est un des diagrammes de chez Brendan Gregg, qui est assez connu pour tout ce qui est performance. Et donc du coup, quand on dit performance, il faut aussi trouver le goulot d'étranglement, et ça à chaque fois c'est une grosse galère, parce qu'on a énormément d'éléments à voir en simultané. Donc du coup, la partie user, donc c'est les systèmes libraries qui sont pas nécessaires, typiquement les applications en Go maintenant, elles vont implémenter directement leur propre librairie, c'est pour ça qu'elles sont statiques, et donc du coup elles ne passent pas par les librairies système, la libc ou autre, elles vont directement taper sur le syscall. Donc du coup, ici, la partie en rouge, c'est la partie userland, et après tout ce qui est en dessous, c'est kernel ou hardware. Donc l'interface entre le kernel, entre le userland et le kernel, c'est justement les syscall, system call interface, qui est donc du coup la partie qui peut changer selon les architectures ou selon les versions de kernel. Si vous prenez un binaire qui a été compilé pour une version de kernel relativement récente, qui va utiliser du IBPF ou autre, il va s'attendre à avoir des syscalls qui ne seront pas disponibles si vous utilisez ça dans une version plus ancienne. Un 3.10 ou un truc comme ça. Ensuite, vous avez d'un côté tout ce qui est gestion des file systems, gestion du réseau et gestion des applications. Donc du coup, le scheduler, c'est justement ce qui va faire ce qu'on appelle la partie partagée, donc le partage du CPU entre de multiples applications. Et pareil, le virtual memory, c'est donc du coup, avant, dans les architectures, on était obligé d'avoir une seule application par système qui tourne à un moment, parce qu'il disait, bah moi je sais que je peux tourner jusqu'à... je peux tourner, donc du coup il me faut 4K de mémoire, et ensuite dans mes 4K, bah, je fais mon travail directement dessus. Maintenant, comme on peut avoir de multiples instances d'une même application, bah, ils ne peuvent pas utiliser la même adresse mémoire. Donc du coup c'est pour ça que la virtual memory, elle est là pour abstraire à nouveau la partie gestion de la mémoire de l'application. L'application, elle va être dans son environnement, donc elle va avoir sa vision, sa mémoire virtuelle, elle va faire son travail dans ce qu'elle pense être son environnement, et ensuite c'est à la charge du kernel et du CPU de pouvoir faire le lien avec des calculs d'offset et des adresses de base pour dire ah oui, en fait lui il veut aller à son adresse 2000, en fait je sais que son offset c'est 24 732, et donc du coup auquel je rajoute 2000, et là ça me donne son adresse effective. Donc ensuite on a également les device drivers, c'est-à-dire qu'on pouvait pas, les device drivers, donc du coup c'est les pilotes, ce qu'on connaît en français, donc tous les drivers, qui permettent de parler à du hardware différent, typiquement quand vous devez faire, par exemple je me dis la colorimétrie de votre écran, vous pouvez la corriger en changeant un profil dans le driver. Donc du coup vous pouvez lui dire vas-y, modifie légèrement pour que mon hardware, l'écran, qui est vraiment dépendant d'une façon de créer la machine, va justement être utilisé, être légèrement différente, et ça permettra d'avoir un résultat uniforme et correct pour tout le monde. Pareil pour les imprimantes, vous pouvez avoir multiples types d'imprimantes derrière, même si c'est pas un très bon exemple.
Pareil pour les cartes graphiques. Chaque carte graphique, que vous ayez une AMD, une Nvidia, une Intel ou n'importe quoi, ou une Matrox, derrière, les applications n'ont pas à se soucier de quel est le hardware qui est en dessous. C'est chacune des applications qui va utiliser une interface propre, et qui ensuite charge à chacun des drivers de faire le lien entre ces interfaces-là et les spécifications de leur hardware. Donc ça c'est encore une nouvelle abstraction, etc. Et donc du coup avec toute cette abstraction-là, il y en a qui se sont dit on va aller encore plus loin. Et c'est le début des mauvaises idées en général. Si vous avez déjà entendu parler des unikernels, c'est-à-dire que on avait les machines normales, bon, on a donc du coup juste le hardware, le kernel au-dessus, et puis les applications, de multiples applications. Ensuite on a eu les machines virtuelles, donc du coup là on mettait entre le hardware et le kernel, on plaçait un hyperviseur, qui lui va avoir la charge de fournir de multiples enveloppes une abstraction du hardware. Et donc du coup dans le lot on avait le même schéma comme avant, l'OS et le kernel et l'application. Donc chacune était dans du DVM, donc ça avait l'avantage d'être bien isolé. Sauf que c'était quand même assez lourd, et on a pallié à certaines lenteurs de stimulation là, on est pallié via des extensions hardware, typiquement VTX ou APIC 2X, ou différentes optimisations dans le hardware. Quand on n'a pas besoin d'un truc aussi lourd ou aussi protégé, qu'on veut justement avoir un minimum de surcharge, parce qu'à chaque fois on doit charger un OS et un kernel complet, donc ça fait une consommation de RAM supplémentaire, on peut utiliser des conteneurs. Donc typiquement là c'est comme un OS normal, sauf que les conteneurs vont isoler uniquement les applications. Donc du coup les applications elles auront l'impression d'être toutes seules dessus, mais en fait elles sont juste dans leur coin, peut-être garder un peu plus de sécurité, et surtout de déployer, d'uniformiser un petit peu le tout. Et les gens ils se sont dit, c'est rigolo, on peut carrément virer l'OS, et dans des VM, on va mettre ensemble le kernel et l'application. C'est-à-dire que comme ça, l'application devient... elle embarque tout. C'est comme des binaires statiques qui n'ont plus besoin de dépendance, mais encore pire, c'est-à-dire que maintenant on n'a même plus besoin de kernel. C'est-à-dire que l'application embarque le kernel. D'un côté, c'est une hyperspécification une hyperspécialisation de l'application, qui doit donc du coup tourner uniquement sur un hyperviseur donné. Mais les problèmes sont pas tellement dans l'idée, c'est plus dans l'implémentation. C'est-à-dire que vous avez tous eu, j'imagine, à débugger une application qui fonctionnait ou fonctionnait pas. Le problème des unikernels, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème, c'est extrêmement complexe à débugger, parce que derrière vous n'avez aucun moyen d'accès dessus, et que n'importe quel problème dans l'appli, au final ça devient une faille au niveau du hardware. Donc imaginez un petit peu l'intérêt des failles récentes quand on parle de Spectre, Meltdown, Shadow et compagnie. Vous avez une application un peu pourrie dans un coin, et donc du coup ça vous permet de taper sur les VM ou les autres trucs qui tournent à côté, en abusant justement d'applications qui est un petit peu faillible. Donc ça paraît que c'était un truc qui allait un petit peu trop loin. Donc du coup n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez au contraire des idées d'exemples. Il y a forcément des exemples qui fonctionnent, mais je voudrais surtout des trucs qui fonctionnent à grande échelle. Et donc si vous avez des exemples ou des idées autres, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Du coup maintenant, on était passé d'un... confondre kernel et OS. Le kernel c'est uniquement le noyau, et l'OS c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire quand on parle de Linux, en fait, strictement parlant, en parlant de Linux, on parle du kernel. Quand on parle de GNU Linux, on parle de l'OS et du kernel. C'est-à-dire que la majorité des applications, telles que la libc, les core utils, donc les core utils ça va être ls, ps, qui fonctionnent sur tous les kernels, que ce soit un FreeBSD, un Solaris ou autre, ça c'est la suite d'outils GNU. Donc ça fait partie de l'OS, c'est tout ce qui est l'écosystème qui va autour. Le kernel, lui, il se charge uniquement de gérer le matériel. Et de fournir la sécurité, donc tout ce qui va avec le matériel. Alors j'avais prévu d'autres slides là-dessus, on va peut-être les voir juste après en fait. Ça va me donner l'occasion de râler un peu sur JavaScript.
C'est-à-dire que si vous connaissez un petit peu JavaScript et tous les trucs un petit peu... euh, je sais pas trop comment dire pour pas être trop virulent, mais euh, JavaScript c'est pareil, c'est une idée qui à la base c'était un moyen de faire tourner des animations, du code euh, sur les browsers, parce qu'à la base, je vous rappelle que le web c'était extrêmement lent. Il y avait des problèmes de performance parce que le réseau, on n'avait pas d'ADSL encore non plus, on était encore sur 56K, donc du coup chaque chargement de page était optimisé pour être le minimum possible, le plus léger possible et surtout rapide. Puis vint JavaScript qui était justement une occasion pour à la base juste c'est vrai pour faire des petits hovers, genre quand tu passes la souris au-dessus du truc, ça change l'image derrière, donc du coup ça fait l'impression d'effet de fondu, donc c'est des petites animations, c'était rigolo. Sauf qu'à la base c'était pas fait pour faire ce qu'on a actuellement. Donc si je sais pas si vous connaissez Watt, qui est donc du coup je cherchais juste Watt de code, W-A-T, donc sans le H W-A-T, voilà. Watt de code qui était quand même assez rigolo. Ce langage, il va justement vous montrer comment array plus array ça fait empty string. Bon, ok, d'accord. Array plus object ça fait object. Ok. Bah, du coup, on fait avec plus. Bah, on peut inverser vu que c'est une opération plus. Donc du coup, on devrait avoir la même chose. On fait object plus array. Bah non, en fait là ça fait 0. Et puis, bon bah ok, d'accord, bah je vais faire object plus object. Et ça va donner not a number. Voilà, allez chercher la logique là-dessus, je pense que la vidéo vous l'appliquera, vous le montrera très bien. Dans l'histoire, donc du coup, on avait principalement des petites librairies qui étaient utilisées pour manipuler un petit peu JavaScript, c'est-à-dire que le langage de base c'était principalement du HTML, et donc du coup, il y a eu des librairies, Prototype, Scriptaculous, Motools, jQuery étant le seul qui ait survécu de cette époque-là, où c'était uniquement des librairies pour modifier un petit peu le code. Puis vint les frameworks JavaScript, donc du coup c'est là où on a eu les grosses boîtes qui ont fait genre du Angular, du Ember, Bootstrap, Webpack, Knockout, Meteor, React, Angular, et donc c'est parce que c'est plus AngularJS, mais Angular c'est pas la même chose que AngularJS, Redux, Vue.js, Next.js, voilà, donc c'est un nombre de frameworks qui est apparu en moins de 10 ans, il y en a bien plus qui ont été créés, la quasi-totalité sont mortes, la plupart des frameworks ou des trucs avaient une durée de vie ridicule, du style fait avoir allez, une dizaine d'années, même pas 5 ans, ouais c'est 5 ans, c'est les trucs, donc du coup vous imaginez, vous faites votre application, vous travaillez, vous passez du temps dessus, le temps que vous ayez bien appris le truc et l'utiliser, bah du coup il est déjà obsolète, tout votre travail derrière, bah vous allez continuer votre travail sur une base qui n'est plus supportée et plus maintenue. Donc du coup c'était vraiment la grosse problématique. Puis donc du coup on avait, suite à ça, pour faire encore mieux, hein, en 2008 on a Google qui sort V8, hein, donc du coup à l'époque c'était principalement pour accélérer le traitement des frameworks qui devenaient de plus en plus lourds. Et puis donc du coup il y a Joyent qui s'est dit, enfin donc du coup avec un de leurs employés qui s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée d'utiliser également en back-end. Donc du coup c'est à partir de là où Node est arrivé, et c'est à partir de là que je considère que les ennuis du web sont vraiment apparus. C'est devenu un gros tas de merde. Twitter sort Bower, un package manager, parce qu'il y avait besoin de tellement de dépendances et de librairies dans tous les sens que c'était plus maintenable avant. Avant vous preniez juste une librairie, vous mettiez un peu de HTML dans le header pour dire bah vas-y va charger cette librairie et puis ensuite tu l'utilises dans le code à la suite. Maintenant c'est devenu une telle implication, un tel enchevêtrement d'éléments que c'était même plus utilisable. Donc du coup c'est quand même assez phénoménal d'en arriver là. Puis ensuite il y a Electron. Donc du coup Electron vous le connaissez forcément, c'est l'outil qui sert pour plein d'outils, enfin c'était le back-end qui sert pour Slack, Teams, Visual Studio Code et plein d'autres éléments qui permettent de développer vite et de faire un rendu visuel très rapide et très sympa, et de fournir des fonctionnalités très vite, parce qu'au final c'est ça l'intérêt, hein, plus on abstrait,
plus on peut faire des choix business intéressants. C'est-à-dire qu'on va oublier le code, on va se concentrer uniquement sur les fonctionnalités intéressantes. Et donc du coup, toute l'abstraction est faite en dessous. Et d'un côté, ça peut être bien, mais ça peut aussi être très problématique. Parce qu'au final, quand les gens ils font des systèmes de base qui n'existent plus, ou mal, bah du coup ils font des choix qui ne sont plus ou pas cohérents, ou pas viables sur l'avenir. Donc du coup vous voyez un petit peu les trends de différentes applications, genre AngularJS qui s'écrase pour remplacer Angular, parce qu'il remplace complètement tout le système. Heureusement JavaScript est quand même assez demandé, bon, c'est les différentes timelines. Mais vous voyez qu'en général, les applications déjà connues, elles ont quasiment une V2 ou une version majeure différente qui rend complètement obsolète le reste. C'est pas propre à JavaScript, c'est un des langages qui le met le plus en exergue, ce truc-là, mais ce manque de connaissance des systèmes sous-jacents, c'est criant dans tous les langages et dans toutes les industries. C'est aussi ce qu'on appelle le hype-driven development, hein, c'est... ah bah tiens, il y a un tel nouveau truc qui vient de sortir, donc du coup on va pouvoir l'utiliser, alors que ça répond pas du tout aux besoins. Il y avait au contraire un autre outil qui est là depuis bien plus longtemps et qui répond parfaitement à ça, mais derrière, comme c'est plus nouveau, c'est shiny, bah du coup on va l'utiliser à la place de l'autre. C'est pas viable que au web, c'est viable aussi avec d'autres équipes qui sont pourtant normalement assez cohérentes. Je sais pas si vous avez connu Heka, qui est justement un outil développé chez Mozilla, qui permettait principalement de faire du parsing de logs et de le faire en traitement. Du coup, le développeur principal, il l'avait fait à l'époque en Go, parce qu'il s'est dit, bah tiens, c'est nouveau, c'est shiny, je vais l'utiliser. Très très bien. Mais le problème, c'est qu'il est rapidement... donc du coup il est rapidement tombé sur des problématiques de performance au niveau de Go. Il l'explique également très bien dans son mail, de pourquoi est-ce que il avait fait justement là-dessus, qui était plus ou moins pareil sur l'avenir, mais surtout ça fournissait des fonctionnalités, mais au final ça répondait pas suffisamment bien. Donc du coup il est passé de Heka à Insight. Il a abandonné complètement, donc lui il a eu justement l'intelligence de se dire ok, on va dans le mur, ça sert à rien, on va tout recommencer de zéro. Et donc du coup là il a refait, il est passé de Go à C et LUA. Et donc du coup là ça a des performances assez phénoménales. Mais il a eu l'intelligence de dire je me suis trompé, ça sert à rien de continuer à avancer dans un truc qui bloquera, on va reprendre le tout. On va prendre zéro sur les trucs qu'on connaît, même si c'est plus compliqué ou autre pour les new joiners, ça va justement au moins simplifier beaucoup de choses, enfin au moins ils auront les bonnes performances nécessaires. Si je vous dis, bon après derrière je parle du web parce que c'est facile, mais il y a également, c'est valable aussi pour le système. Si je vous parle de Docker, vous allez tous me dire oui c'est bon je connais. Si je vous parle ensuite de ces groupes de namespace, de chroot, de device mapper ou de curl, là j'imagine qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont savoir de quoi on parle. Et pourtant c'est les fondations de Docker. Docker c'est juste une abstraction, c'est juste le papier ruban autour qui va via curl faire des appels web, il va ensuite utiliser du device mapper ou n'importe quoi pour créer les file systems en dessous, il va limiter la consommation network ou système ou RAM ou autre via DC group, et il va isoler la visibilité des applications via des namespaces. Toutes ces fonctionnalités-là, elles sont fournies par le kernel. Chez Docker ne fournit absolument rien de tout ça. Lui, il fournit juste le petit papier ruban qui va autour, qui vous permet en une commande de faire l'appel. Pourquoi est-ce que justement, je parlais justement des unikernels comme étant une mauvaise idée, ou même de Docker comme étant problématique, c'est que derrière, quand vous avez un problème avec ça, ça devient extrêmement complexe à débugger. Typiquement, on a eu un problème assez sympa là où je bosse aussi, qui était ils viennent donc du coup les collègues viennent me voir, ils disent ouais, j'ai un Docker, j'ai une image Docker, j'arrive pas à la supprimer, j'ai rien qui tourne, et j'ai toujours image buzzy. Il peut pas la delete pour réclamer de l'espace. Et donc en fait, il fallait savoir que c'était
un effet de bord d'une mauvaise configuration de systemd par défaut qui était fournie dans CentOS, où il faisait appel à... C'était le NTP, donc le démon NTP, qui gère le temps des machines, qui utilise une fonctionnalité tout à fait légitime de systemd, qui s'appelle Private TMP, et qui permet justement donc, du coup, d'isoler, d'avoir un dossier temporaire, qui est dédié pour l'application, pour que justement éviter d'avoir des problèmes de sécurité ou autre. Le problème, c'est qu'en faisant ça, systemd, il va... Donc du coup, ça c'est facile quand on met avec les bons mots-clés, Docker, Private TMP et autres. Avant de le trouver et de se dire, donc du coup il a fallu éteindre chacune, donc on a le problème, il faut éteindre chacune des applications. Est-ce que j'ai toujours le problème? Oui. Je éteins le service, j'ai le problème? Oui. Ah ok, c'est quand j'éteins NTP, genre, qui va se douter que c'est NTP qui va poser problème à une image Docker. Vous voyez un petit peu le cheminement. Et donc du coup c'est une directive de systemd pour ce démon-là qui pose problème. Et en fait après, c'est là où on peut voir justement l'intérêt donc, du coup, des applications donc Unshare, donc là, qui sert justement à gérer les namespaces. Et donc du coup, il suffit juste de rajouter mount flags égale slave dans Docker, enfin dans le service systemd de Docker, et à ce moment-là, les deux arrivaient à vivre ensemble. Il a fallu comme un certain temps avant de trouver, il a fallu plusieurs jours avant de trouver justement ces problématiques-là. Et si vous savez pas en quoi Docker va utiliser le reste, vous êtes complètement perdu. Dans le même genre, on a les package managers, donc je vais dire entre les sages et les not invented here, c'est-à-dire qu'il y a les sages qui ont su réussi dès le début à se mettre d'accord, à se mettre en communauté, se dire ok vas-y, on va parler, on va discuter, on va se concerter, faire un truc propre, et voilà. Donc du coup vous avez en général sur ces langages-là, vous avez ou nativement la gestion des package managers, et ceux qui ont fait non mais moi je vais faire mieux que l'autre, là c'est autre chose, là vous avez une telle pléthore de package managers qui arrivent et qui vivent et qui vont crever l'instant d'après, que derrière c'est même plus envisageable. Donc pareil, ça c'est une des problématiques de l'abstraction. Voilà, c'est toujours le bon vieux XKCD. Ça résume très très bien cette problématique-là. Donc du coup, on peut encore se demander la performance dans tout ça. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, la règle c'est vous pouvez pas vous sortir de votre problématique software en jetant plus de hardware. Et c'est valable aussi bien avec ce qu'on veut vous vendre avec le cloud qu'avec les machines qui sont plus ou moins optimisées. C'est-à-dire que maintenant, la mouvance actuelle, ça va être GPU, carte accélératrice pour ça va être carte accélératrice par exemple pour tout ce qui est deep learning, pour tout ce qui est calcul extrêmement spécifique, où vous allez avoir des puces dédiées qui vont répondre à un problème donné, et pas à un autre. Même avant, on a juste à jeter plus de problèmes, enfin plus de hardware, ou du hardware plus gros ou plus véloce, avec une fréquence plus élevée, et puis le problème qu'on a, du coup on va repousser à la limite. On a toujours atteint à un moment une problématique software où ça a bloqué l'amélioration, le gain du hardware. Typiquement, pour tout ce qui est I/O, parce que le storage c'est quand même un point assez important, il y a un lien fort entre le software et le hardware. Donc par exemple pour tout ce qui est I/O, pendant très longtemps les disques étaient extrêmement lents. Donc du coup, on avait une seule queue, qui était gérée par un scheduler qu'on appelait l'elevator, que on peut voir facilement. C'est quoi cette 6 classe bloc. Je prends SDA, Q, hop, je me mets là, je vais avoir normalement ce qu'on appelle le scheduler ou l'élévateur. Tiens, j'ai le scheduler là. Donc du coup, là, donc dans mon kernel Magento, c'est un multi-queue deadline. Après il y a Kyber et il y a None. Bon, ça sont d'autres éléments. Ça c'est vraiment sur les kernels plus récents. Sur les plus anciens, si je prends un truc plus ancien, comme par exemple, on va dire si je prends un CentOS, même si je prends, allez, on va dire un NVMe,
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez quoi que ce soit. Hein. Ou alors c'est... Ah non, celui-là il a quand même déçu. Normalement, vous avez sûrement entendu parler d'autres élévateurs qui étaient Deadline, NoHop, et les anciens c'était... j'ai un trou de mémoire. CFQ, je crois, non, Completely Fair Queuing. Qui sont à chaque fois des tentatives de réordonner correctement la queue pour maximiser les traitements en batch. Avec les SSD, c'est devenu de moins en moins vrai, et donc du coup, il y a eu le BLKMQ, qui était justement une initiative faite par Facebook, qui eux avaient énormément d'IO, et derrière, ça a permis donc du coup de grappiller quand même pas mal d'accès en plus par rapport au single queue, et surtout de diminuer les latences, principalement quand vous êtes avec du multi-socket, où là ça devient assez problématique, vous voyez qu'il y a des effets de rampe qui sont vraiment catastrophiques pour tout ce qui est accès donc de multiples CPU sur une même queue IO. Du coup le multi-queue a permis de diminuer un peu ça, mais c'était pas encore grandiose. Surtout avec les NVMe, c'est-à-dire que là encore on était sur de l'IO, on était limité par le scheduler, et surtout comment dire, limité par le contrôleur disque, qui donc du coup quand on vous parle de HCI ou de RAID, c'est un contrôleur disque avec qui va avoir une queue avec une certaine capacité de traiter les éléments en parallèle ou pas. En général c'était une seule queue par CPU, et surtout derrière il n'y avait pas beaucoup de données dedans. La nouvelle révolution qui est arrivée en termes de justement des IO, c'est IO Uring, donc du coup Usering, où là on a pu, pareil, donc c'est comme d'hab, ils se sont dit ça sert à rien d'essayer d'améliorer encore le multibloc tel qu'il est actuellement, on va repenser tout de zéro, et donc du coup ils ont réussi à faire des performances qui sont identiques pour de la Virtu principalement, donc identiques à du bare metal. C'est-à-dire que quand vous avez ici un VirtIO BLK avec un IO thread, c'est-à-dire dans la machine virtuelle, il y a une gestion très optimisée de paravirtualisation du driver. Même là, on arrive à peu près à moitié moins que du bare metal. Avec IO Ring, avec un pass-through, ça permet justement de déporter complètement l'élément et de le fournir directement au hardware. Donc c'est encore des optimisations, on s'en dit, vas-y, on va refaire un truc complètement neuf, parce que ça sert à rien de continuer dans le train actuel. L'autre avantage qu'ils ont, c'est aussi de pouvoir enfin utiliser violemment toute la performance des NVMe, parce que l'avantage des NVMe, c'est qu'il n'y a plus ce contrôleur à disque qui est au milieu, et donc du coup, il n'y a plus la problématique de gérer de multiples disques dessus. C'est directement les NVMe qui sont sur le PC Express, et là on n'a plus une seule queue, on a 65 000 queues qui chacune peuvent avoir 65 000 entrées dedans. Donc du coup ça fait une performance assez phénoménale. Donc du coup à chaque fois, tout dans l'histoire, on a pu voir que tout ce qui était tentative de mettre du hardware plus violent, ça ne sert à rien, parce que même si le hardware va vite, maintenant le software n'est pas allé assez vite. Et donc les choix qu'on avait fait à un instant T, les choix d'architecture logicielle qui avaient été faits à un instant T, ils sont complètement obsolètes dans ce nouveau paradigme. Avant, on n'avait pas beaucoup de mémoire, donc du coup on pouvait pas se permettre d'avoir du kernel. Maintenant, on a des systèmes avec des terras de RAM, le kernel c'est plus la taille du kernel ou du cache c'est plus un problème depuis longtemps. Avant, le matériel coûtait beaucoup plus cher que du temps humain, donc du coup, on devait optimiser le langage pour le matériel. Maintenant, c'est tout l'inverse, c'est le temps humain qui coûte beaucoup plus cher que le matériel. Du coup, au contraire, on va optimiser au maximum le temps humain pour ça. Et à chaque fois qu'il y a eu ces éléments-là, à chaque fois qu'il y a eu une évolution du hardware ou du coup des éléments qui vont autour, il a fallu repenser l'écosystème qui va dessus. Et là en ce moment, on est plutôt en mode, on va dans le mauvais trend, c'est-à-dire qu'on va jeter du hardware, on sent ça va être plutôt des ressources de cloud, genre vas-y c'est pas grave, mets plus de machines, mets plus augmente mets un load balancer devant et puis balance la purée un peu partout, alors que derrière chacune des machines est encore sous-utilisée. Donc du coup typiquement
je suis plutôt pour un retour aux bases. Un retour aux bases pour vous montrer un truc très très simple. Vous avez un shell, donc du coup rien de plus basique, vous lancez un outil, date. Bon bah le résultat il est instantané, vous voyez pas les différences, c'est très bien, mais derrière qu'est-ce qui s'est passé réellement? En réalité, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Rien, donc du coup avec strace, je peux voir les syscalls. Donc c'est-à-dire les appels système, les interactions entre l'application et le kernel. Donc du coup, déjà on voit que c'est strace qui va faire un call à execve. Donc du coup, il va justement demander à charger le binaire date, qui lui va essayer de... Alors là, ensuite, on va rentrer dans les spécificités du elf, du format elf, donc là, il va lui falloir un interpréteur, parce qu'on a vu que... date, c'est pareil. Date, il est interprété, parce qu'il est dynamique, parce que justement, comme il est dynamique, il faut une couche au milieu qui va faire la résolution des liens, et faire justement le nécessaire, donc ça c'est ce qu'on appelle l'interpréteur ld.so. Donc du coup, ça, ce binaire-là, en réalité, c'est un binaire. Ça, cette librairie-là, en réalité, c'est un binaire. Et c'est elle qui va faire justement le boulot de charger les librairies, voir ce dont va ouvrir le fichier elf, il va voir quelles sont les librairies dont il a besoin, les charger en mémoire, faire le lien entre les appels système, donc du coup du code derrière, et donc du coup la mémoire virtuelle de l'application. Si je vais... Il y a énormément de choses qui ont été... hop. Je vais essayer de trouver une... Non, j'avais les sources du kernel quelque part. Je vais prendre ça. Donc du coup il y a énormément de systèmes, enfin d'appels système qui en sont faits, donc typiquement l'appel l'ouverture de fichiers, ce que le fichier existe, un mmap pour justement mapper en mémoire le tout. Donc ça pareil, archprctl, c'est justement pour contrôler un petit peu la gestion du kernel et de l'application. BRK, ça c'est justement, alors vous allez me dire, ça c'est pour justement augmenter la mémoire disponible pour l'application. Quand vous faites un malloc n'est pas un syscall, vous ne verrez jamais un malloc derrière. Les deux seules gestions de mémoire faites par le kernel, c'est BRK et mmap, et munmap justement pour libérer la mémoire. Donc du coup, ça c'est justement les syscalls, mais derrière, il y a encore énormément de choses qui sont faites, parce que même là, si vous dites Estras, c'est bon, je connais, il y a encore beaucoup plus de choses. La réalité, c'est que donc du coup le shell il va d'abord s'appeler, mais ici, quand on fait le execve, donc déjà, faut se dire que c'est un syscall. Le syscall, et là, je sais plus si c'est déclare syscall 6 execve. Au niveau du kernel, il y a énormément de syscalls qui sont définis, qui sont en général dans les tables, et qui sont également par architecture. Donc là, on va rester dans l'architecture x86. Et ici, donc ça va être 6 qui va faire l'appel. Et donc du coup, alors que je dise pas de bêtises, un chain tree là-dessus, là on a la liste, la table, des syscalls. Et donc comme vous pouvez voir, entre 32 et 64 bits, c'est pas les mêmes syscalls. Et donc du coup, ça va être tous les syscalls qu'on va chercher là-dessus. Donc par exemple, si je cherche close, il est ici. Il va faire appel à la fonction du kernel, sysclose. Si je fais munmap, il est ici, vous voyez, ça en a pareil, un des premiers. BRK, pareil. IOCTL. Donc du coup ici, c'est vraiment la table de tous les syscalls. Vous en avez des super exotiques qui sont rajoutés. Par exemple, je sais pas, SendMMSG, celui-là il est assez intéressant, c'est pouvoir envoyer de multiples messages réseau en un seul appel. Pipe, dup, accept, donc ça pareil pour accepter le réseau, il y a tous les éléments qui sont disponibles ici. Et à chaque fois, ils vont appeler une fonction spécifique. Ils vont appeler une fonction spécifique dans le kernel. Donc ça, c'est justement la table de mapping. Ce qu'on ne voit pas à chaque fois, c'est le kernel, il va faire énormément de choses, comme vérifier les accès,
Donc, est-ce que tu as le droit de lire selon le chmod? Est-ce que ton arborescence que tu traverses, tu as le droit avec ton user de la traverser? Les éléments comme ça. Est-ce que tu n'as pas limité... alors, est-ce que ça veut dire que le fichier binaire n'est pas un fichier binaire? Si, c'est un fichier binaire, mais il a besoin d'autres éléments pour pouvoir fonctionner. Le truc plus... Là-dedans, il fait aussi appel à libc.so, qui est justement la librairie, C utilisée, qui va fournir des appels comme par exemple mmap, pardon pas mmap, il va fournir malloc, il va fournir printf, il va fournir plein d'autres fonctionnalités qui sont normes qu'on peut penser de syscall. Il va fournir open. En fait, quand vous appelez open dans votre application, c'est pareil, vous n'appelez pas le syscall. Vous appelez la fonction d'libc open qui va prendre des arguments de votre langage au niveau, les placer de façon spécifique dans des registres pour qu'ensuite il appelle le syscall open ou openat selon les versions de canal que vous avez. Et donc du coup, pour pouvoir appeler cet appel de fonction là, typiquement, donc là si je fais avec LDD, mais si je fais qu'est-ce que j'ai fait de mes autres trucs, par exemple avec, ça va être, il y a des outils comme readelf, readelf moins, si je prends les sections, les symboles, voilà, typiquement ça c'est tous les symboles dont Date a besoin. Donc du coup, c'est-à-dire que pour fonctionner, il va avoir besoin de free. Donc on avait parlé de malloc, mais donc du coup le pendant pour libérer la mémoire c'est free. Et donc du coup ça c'est fourni par la libc. Donc du coup c'est à charge de libld de faire le mapping, de dire bah tiens toi t'as besoin de la fonction free, j'ai chargé la glibc en mémoire, tu peux appeler ta fonction free en allant à telle adresse, en faisant un call à telle adresse. Pareil, clock get time, setenv, bindenv, donc ça c'est des fonctions qui sont fournies, même set, fput, c'est pas des syscalls, c'est des fonctions qui sont fournies par la libc. Et donc du coup, l'abstraction de la version et de la libc et du contenu de ce truc-là est fait justement par tout ce qui est LD, donc tout ce qui est dynamic linker. Donc du coup le canal il va faire avec son appel à execute, il va vérifier que vous avez bien les droits de le faire, est-ce que vous n'êtes pas dans les limites, est-ce que vous n'avez pas atteint le maximum d'une limite que vous auriez définie, comme par exemple le max open file, est-ce que vous avez le droit d'ouvrir le fichier parce que vous n'avez pas tapé cette limite là, est-ce que vous avez suffisamment de mémoire disponible, vous n'avez pas un truc qui a déjà pris toute la mémoire, est-ce que vous n'avez pas dépassé votre nombre de processus que vous pouvez démarrer à un instant T, etc. Donc une fois que ces limitations sont faites, ce que le canal va faire, il va devoir allouer une task struct, qui donc, alors je sais pas si task struct, chercher la définition du symbole task struct, et donc, alors j'ai mis symbole, mais en fait plutôt mettre dans la définition, sinon il y aura beaucoup trop de résultats. Non, pas PHP. S'il vous plaît. Voilà, donc sans étonnement, c'est dans skate.h, parce que justement c'est tout ce qui est relatif au scheduling, parce que donc, du coup, une task struct, c'est un process, chaque thread va avoir sa task struct qui est définie. Donc du coup, cette structure-là est extrêmement importante dans Linux. Et il y a toutes les informations nécessaires à, par exemple, le CPU sur lequel il tourne, lequel il a été démarré, la priorité du process, est-ce qu'il est en run queue ou pas, sa priorité real-time si on sert à gérer le real-time, bref, vous voyez, la policy FIFO ou une Robin, derrière les CPU, donc c'est l'affinité du CPU, ça a un bit mask, etc. Il y a énormément de détails qui concernent la vie d'un process qui sont dedans, et il y en a un qui est particulièrement important, donc c'est les credentials, qui sert justement à définir qu'est-ce qu'un programme peut ou ne pas faire, comme bon, ça c'est le nom du process tel que vous pouvez l'afficher, c'est-à-dire que vous pouvez changer également le nom d'un thread ou même d'un process derrière, vous pouvez le changer ça. Donc du coup la gestion de l'audit, seccomp, donc ça c'est tout ce qui est secure computing, qui justement une fonctionnalité de sécurité qui permet de restreindre à certains syscalls
un programme, on peut dire ce programme-là n'a le droit d'appeler que cette série de syscalls-là. Ça peut poser problème également, donc là c'est aussi un autre problème qui a été généré, qui a posé de nombreux crashs lorsque les gens changeaient de libc, c'est-à-dire que vous disiez, bah, je veux que mon process il puisse utiliser open et close et rien de plus, mais en fait le open close que vous appeliez dans votre programme, c'est pas le syscall open close. C'est la fonction, comme on a dit tout à l'heure, c'est la fonction libc open et close, qui elle peut décider selon la fonction de la libc de faire open ou open at. Et lors des nouveaux changements, dernièrement, en général, vous allez voir que ça va être du open at. Alors, je sais pas si on peut le voir là-dessus. Moi j'imagine que ça va être du open at, voilà, c'est du open at, et donc du coup, le système, enfin le kernel, il voit, hey, tu me fais un appel à open at, tu as le droit de faire que open, casse-toi. Et il le bute à ce moment-là. Du coup, on a également plein d'autres éléments, et l'élément assez important aussi qui va gérer, c'est justement, alors je sais plus si c'est struct, voilà. Ça, c'est justement toute la gestion de la mémoire de l'application. Toute la mémoire, elle est dans cette structure-là. Et donc du coup, le struct au même titre que ta struct est super importante, parce que c'est lui qui va gérer justement alors on a quoi, c'est quoi, c'est le page global descriptor, on a count et même list, il y a toute la vie, toute la gestion de la mémoire, genre ce que vous voulez de l'asynchronous IO, par exemple, vu qu'on parlait tout à l'heure de IO Uring ou du multi-queue, il y a aussi le truc là, et on a un truc qui est très intéressant ici, c'est le binfmt. Le binfmt, c'est justement le format du binaire. Et ici, donc cette structure-là, vous allez voir que dans la source, donc du coup dans les sources du kernel, vous allez voir dans fs, et vous allez trouver une série de scripts qui s'appelle binfmt underscore quelque chose. Et ça, ce sont tous les formats qui est capable de gérer le Linux. Donc du coup, vous avez a.out, ok, misc, celui-là il est très rigolo. Elf, qui est le plus répandu, donc quasiment tout ça va être du elf. Et vous avez script. Donc du coup, script, ça c'est le truc le plus basique, c'est quand vous faites n'importe quel .sh, vous voyez, ici le shebang, ce qu'on appelle le shebang, donc dièse.exclamation, ça c'est justement ce qui est interprété par le kernel. Et donc là on va le voir très vite. Où est-ce qu'il fait le test? C'est justement, vous voyez, donc du coup script il est quand même extrêmement simple, hein. Le code c'est le code kernel pour justement charger un script. C'est-à-dire que par défaut il sait rien faire, hein. Il va juste appeler l'interpréteur qui lui donnait. Et donc du coup il va juste regarder, il va faire sur l'image mémoire, est-ce que j'ai dièse, point exclamation, si oui, c'est que c'est moi. Donc du coup il y avait souvent des trolls de est-ce que c'est etiel.exclamation espace ou slash direct ou autre, s'en fout, c'est pour Linux en tout cas, c'est dièse.exclamation. Si ça commence par ça, c'est que c'est un script et c'est lui qui va le charger. Et de toute façon derrière ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste lire la première ligne, en fait là il va lire la première ligne, chercher l'interpréteur qui est justement utilisé, le copier et ensuite refaire un appel à Search Binary Handler à nouveau, qui est justement la routine qui, elle, va essayer de trouver quel handler gérer pour le format qui est donné. En utilisant GCC par défaut, ça génère un fichier a.out, c'est pas du elf. Alors si c'est du elf, c'est juste que historiquement, ça générait donc a.out, c'était l'ancien format de binaire qui était utilisé, et donc du coup, juste pour garder l'historique, bah, du coup ils ont gardé le nom. Mais derrière, c'est bien du elf qui est utilisé. C'est juste le nom qui ne correspond pas à ça. Donc pour le elf, c'est là comme vous pouvez le voir, c'est quand même beaucoup plus complexe, sur les 2400 lignes. Et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est justement qu'il va chercher ici. C'est là où il va à son tour chercher l'interpréteur. Donc du coup quand on faisait le file de bindate, il vous disait l'interpréteur ça. En fait quand vous faites bindate, le kernel il va appeler ça, donc l'interpréteur qui est demandé, et faire un bindate. Et ensuite lui passer les arguments que vous voulez. Et donc du coup c'est uniquement là où vous avez vraiment l'élément. Et donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que quand vous utilisez LD Linux, bah du coup lui il va également faire du traitement. Mais ça vous le savez pas. Quand on fait un appel à Estras, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va juste mettre des variables d'environnement spécifiques lues par LD, et quand vous faites
Alors non, c'est pas LD, c'est DL en fait pour là. Et LD Linux. Voilà, quand on fait man LD Linux, il vous dit justement un peu tout ce qu'il fait et compagnie, quels sont les fichiers qui sont utilisés, etc. Et donc du coup, c'est là où vous allez utiliser toutes les variables qui s'appellent LD underscore. Donc souvent c'est LD Library Path qui est très connu parce que c'est celle qui permet de charger d'autres librairies qui sont pas définies. Vous pouvez également, lorsque vous compilez votre binaire, définir des variables dans le elf pour des variables elf qui seront utilisées dessus, comme par exemple origin, donc c'est pour le rpass justement ce qu'on utilise. Origin, c'est-à-dire là où se trouve le binaire. Donc ça permet justement de dire, si vous faites une structure, vous faites genre votre déploiement bin / mon binaire, et qu'en dessous vous avez lib / ma librairie, bah, du coup vous pouvez dire, dans votre binaire, vous pouvez compiler et lui dire, va chercher également mes librairies qui ne sont pas dans tes chemins habituels, plutôt que d'avoir à travailler avec LD Library Path, bah, du coup tu dis par défaut, tu vas chercher dans origin, ... lib. Et là il va chercher un dossier en dessous et lib. Il y a plein d'autres variables ici que je vous invite à regarder, typiquement donc le LD Library Path et le LD Preload qui sont les deux plus connus, parce que c'est justement tout ce qui est gestion des librairies derrière. LD Audit, qui permet de débugger, enfin qui permet de faire un audit justement de l'utilisation du binaire, et LD Debug qui est très rigolo aussi. Vous allez voir, on va le définir et vous allez voir l'output que ça peut changer. Donc par exemple, pareil, je rappelle juste mon binaire, j'ai pin date, très bien. Et là, je vais faire LD Debug égale symbole, par exemple. Ouf. Là, il m'a sorti toujours mon output, mais il m'a également sorti tous les symboles, donc, du coup, tous les éléments dont il a eu besoin, pour justement débugger quelque chose. C'est très pratique quand vous avez un problème dans une librairie que vous devez charger au LD Preload, donc vous n'avez même pas besoin le temps de faire un strass ni rien, du coup, ça va vous lister justement tous les éléments qu'il a pu trouver et où, à quel endroit. Donc genre par exemple, je sais que malloc, il a essayé de le chercher dans bindate, il l'a pas trouvé, donc du coup il est allé voir dans libc, il l'a trouvé, très bien, il est passé au suivant, etc. Ça vous permet de savoir tous les éléments où est-ce qu'il va les chercher. Et là c'est juste symbole, mais si je mets LDDebug égale all, là il me donne encore plus d'output. Typiquement quand il va d'abord faire la résolution des symboles, parce que, enfin non, des librairies nécessaires, parce que donc du coup il dit, bah tiens, j'ai besoin de la librairie libc.so, je cherche, il a besoin d'une certaine liste de versions, dont du coup, il dit bindate a besoin de ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, donc du coup il va chercher dans mon système, et là, il me dit, ok c'est bon, j'ai trouvé la 2.3 dans ce fichier-là, bah je l'utilise, etc. Donc là ensuite pareil c'est le debug de tout ce qui est fait pour lister les symboles entre votre application au niveau, ce qu'elle va avoir besoin, et l'implémentation de la librairie telle qu'elle est faite. Donc ensuite, alors un autre élément qui est aussi souvent oublié, c'est que votre application en C, elle va commencer par main. Sauf que main, c'est pas connu par le système. En réalité, c'est le compilo qui va rajouter deux éléments, deux objets. En fait, il va... donc le compilo, il va, lors du link, rajouter je sais plus où est-ce qu'il va être, user lib songat. Il va rajouter la lib, donc deux objets. Donc c'est donc c'est quoi, c'est runtime distribution begin.o, perdu, ça va être ailleurs là-dedans. CRT. Bon bah. lib64. D'accord, alors c'est que CRT étoile.o. Voilà. Donc souvent vous avez pu voir un peu ce qu'on appelait cette flavor x86 PC Linux GNU. Ça c'est justement dépendant de... Je me suis planté, CRT... Bon. Donc en fait ces objets-là, ces objets-là, c'est eux qui sont rajoutés automatiquement par le linker lorsque vous faites la compilation de votre binaire, et c'est lui qui va faire l'initialisation, l'appel des constructeurs, donc typiquement en C ou en C++, et en gros, c'est lui qui va... Donc il y a CRT...
begin CRT end. Bon, aussi, normalement c'est justement les éléments là qui vont. Alors, est-ce que j'ai pris le bon? Read elf. Attends, peut-être que avec obj dump je devrais l'avoir. Avec cette commande là, normalement vous devriez perdu obj dump moins. C'est quoi ça va être? Ah non. Pardon, je me souviens que j'avais moins fait ça, non, perdu, ça, date. Voilà, donc du coup il y a plusieurs outils, donc toujours avec readelf, là on voyait les différents éléments qui sont relatifs, donc du coup ceux qui sont justement utilisés, qui vont utiliser des binaires, enfin des librairies différentes, et donc du coup c'est là où on va lire la PLT ou le GLT, c'est justement son boulot, c'est ce qu'on appelle la procedure linkage table ou la global offset table, et pour ça il va honorer les variables LD qu'on a vu précédemment. Donc du coup on a également, hop, normalement avec ça je devrais pouvoir voir l'output, voilà. Là, c'est ce que je cherchais. Ici, on a les éléments .init_array et fini_array. Dans les anciennes versions de GCC, ça peut être juste .init et .fini. Ça, c'est justement des tableaux, ou avant c'était juste une seule fonction, un seul élément, qui vont être appelés au tout début. C'est-à-dire que votre binaire va commencer par ça. Ces éléments-là vont appeler les constructeurs et les destructeurs de votre programme en C. Et tout à la fin, uniquement, il va appeler main. Et donc du coup, c'est pour ça que lorsque dans votre programme en C, vous allez lire, vous avez normalement un truc assez sympa, du style int main, int argc, et puis char étoile argv. Voilà, pour avoir les différents éléments, arguments qui sont passés par la ligne de commande, bah en réalité, ça va être crtbegin.o qui va charger les éléments qui sont fournis dans sa mémoire, les mettre dans une structure compréhensible par votre programme en C, lui dire combien est-ce qu'il y en a, appeler la fonction main avec les éléments qu'il a trouvés, une fois qu'il a fini d'appeler initArray, appeler la fonction main, et une fois que main return, ou que vous faites un exit, c'est également init, donc crtbegin et crtn, qui vont prendre en charge la fin donc, du coup, de votre application, en prenant le code retour de main ou de exit, et le fournir à l'OS pour fournir à l'OS justement le code retour. Donc c'est comme ça que sont ces morceaux de liens qui vont faire la jonction entre le code retour de votre langage haut niveau, donc quand vous faites un return dans votre main, et le code retour que vous avez quand vous faites dans votre shell. Là vous voyez, bah, je fais CTRL-C, ça fait 130. Bon, là c'est le shell qui me le fait. Et si je fais false, pareil, il me redonne 1, parce que justement dans le code du binaire false, bah, du coup derrière c'est la fonction main qui va faire return 1, et derrière c'est crtbegin qui va prendre ce code retour, le placer au bon endroit, le caster, et dire au kernel, c'est bon, j'ai fini mon travail, à toi. Et une fois que votre application est finie, c'est pas tout à fait terminé, c'est-à-dire que les process vont tous finir en état zombie. Donc du coup, tous les éléments vont quand même passer un moment en état zombie, tous les process, c'est leur vie naturelle. D'ailleurs, je pense qu'on doit avoir... si je cherche Linux process zombie state, ou zombie, runnable, sleep, ça c'est justement les états normaux du kernel, tel qu'on, enfin de n'importe quel process, tel qu'on peut s'y attendre. Hop. Voilà. Et à chaque fois, le programme quand il est démarré, d'abord il arrive en état de sommeil, il commence à faire tout son travail de charger en mémoire, lui allouer de la mémoire, lui fournir des ressources. Il va ensuite, selon les opérations qu'il va faire, passer en uninterruptible sleep, donc vous avez un process qui est en D quand vous faites un truc, alors je pense pas que j'en ai là, mais... ah bah si, j'en ai une là par exemple, vous voyez. Donc, alors... Bon oui, celui-là à un moment, il est passé en uninterruptible sleep, c'est-à-dire que celui-là, on ne peut pas l'interrompre de son sommeil. C'est typique quand vous faites des opérations sur le hardware, vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter en plein milieu, sinon ça laisserait le hardware dans un état instable.
Donc du coup, tout ce qui est kill et autres, c'est inhibé pendant ce moment-là. Quand il est en running, runable ou en sleep, là vous pouvez leur envoyer les signaux normaux. Quand vous faites un STRAS ou un GDB, il va apparaître en format stopped. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là où vous faites ou même quand vous faites un CTRL Z, je crois, ou CTRL S, vous le mettez en état stop. Et une fois qu'il a fini sa vie, donc du coup il est passé de running, runable à exit, il passe à l'état zombie. Et une fois que vous êtes en état zombie, c'est à la charge du kernel d'envoyer un seek child. Donc, je sais pas si je peux avoir la liste. Tiens, Kimwell. Ici, vous avez donc du coup le truc habituel, et vous allez normalement avoir également un signal qui est ici, le 17, le seek child, qui est un signal qui est envoyé automatiquement au père, au parent qui a donc du coup, au process qui a lancé l'application qui vient de se terminer, et ce seek child là, c'est pour notifier le parent que coucou, ton enfant il est fini. Et une fois que le parent consomme le seek child via un syscall type wait, je devrais l'avoir là-dedans, je pense. Si je cherchais plutôt test struct ici, normalement je dois avoir wait for. Donc du coup le syscall réel c'est wait for, c'est pas wait, c'est le programme pareil qu'on appelle dans la libc, mais en réalité c'est wait for, pour justement attendre, donc en anglais, attendre le wait for the child. Donc du coup il dit une fois qu'il est en wait for, le process parent il se met en pause, il attend de recevoir son seek child, il consomme le seek child. Une fois que le seek child est consommé, l'application qui était donc du coup le TASTRUCT qui était justement en mode zombie, il est réellement détruit, il est réellement libéré. Oui, bon là j'ai pas de zombies. Normalement on doit pouvoir en créer. Si je fais un truc complètement débile, du style... on va pas faire de bêtises. J'avais des moyens de le faire. Enfin voilà quoi. Vous avez déjà des questions à propos de tout ce qui est gestion de ça? Là maintenant on a fini pour le gros du fonctionnement des internes, de juste la gestion des process, et de comment les notions d'abstraction peuvent vous poser problème, parce que ça vous cache énormément d'éléments qui sont nécessaires parfois pour poser des problèmes. Et du coup on va pouvoir rigoler un petit peu sur des problématiques que ça a pu générer, ce manque justement de connaissances. Hormis le fait du genre reboot, et puis ça marchera très bien. Oups. Alors pourquoi on peut aller de Runable à Sleep? Alors dans... Oh, pardon, c'était pas là, je l'avais récupéré de... Je l'ai supprimé déjà? Je le récupère. Hop. Donc sur cette image là, tu disais... Pourquoi on peut aller de R à S? Donc du coup, Runable, c'est justement quand le scheduler du kernel va dire oui, ok, c'est bon, c'est à ton tour de tourner, qu'on fait tes opérations là. Et quand tu vas faire une opération réseau, typiquement, tu vas lancer un démon SSH. Le démon SSH, il va pas tourner en boucle tout le temps. Il va se dire, bah écoute, j'ai initialisé ma crypto, j'ai géré mes clés, maintenant je suis prêt à accepter des connexions. Et donc du coup il va attendre une connexion réseau, et donc du coup pour ça il va faire un appel, un syscall type accept, ou non pardon, ça va être listen en TCP, pour dire dès que j'ai un élément réseau qui arrive, appelle-moi, mais en attendant j'ai plus rien à faire, donc du coup il va le passer en sleep. Dès qu'il y a une connexion réseau qui va arriver, donc là ça va passer par les autres couches du kernel, donc là ça va être le driver réseau qui va dire hey, j'ai un paquet, la stack réseau qui va dépiler le paquet, il va voir que c'est pour telle application c'est pour tel IP sur tel port, donc du coup il va regarder dans sa table, est-ce que j'ai une application qui écoute sur tel port? Ok, c'est pour le 22, oui, j'ai mon process SSHD qui tourne, donc du coup je vais copier les données dans la mémoire de SSHD pour qu'il puisse les traiter, et je vais le mettre en disant, écoute, t'étais en sleep, t'avais rien à faire, là maintenant t'as un paquet qui vient d'arriver, je te passe en R pour Runable. Et donc ensuite, c'est à charge du scheduler de dire, vas-y, j'ai rien d'autre à faire, t'as une priorité élevée ou pas, ou tu as attendu suffisamment longtemps ou pas, et donc du coup, c'est à ton tour de tourner, va faire le boulot pour lequel t'as été conçu, et donc du coup, il va dépiler le paquet, faire l'échange de connexion avec l'autre, ou fournir le shell, etc.
Donc du coup, c'est justement tout ce qui ne sert pas à la gestion réelle, bah, ça sert à ça. C'est justement pour l'état sleep, pour ne pas avoir de trop nombreux process qui tournent pour rien, et majoritairement, enfin la majorité du temps, c'est justement là-dessus. Typiquement, si je prends mon système, vous voyez, tous mes états, ils sont en sleep, enfin tous mes process, ils sont en sleep. Il y a juste, vous voyez, PS qui est en runnable, parce que il faisait le listing. Ici, il y a Terminator parce que c'est mon shell qui m'affiche le résultat de PS, donc du coup c'est normal. Et ensuite, alors, SNS, donc du coup les autres éléments c'est des indicateurs pour dire il y a une priorité plus élevée que la normale. Tout pour dire ça. L, c'est en général c'est pour dire thread leader, etc. Du coup, bah, n'hésitez pas à poser encore des questions ou autres, à ce moment-là, on va rigoler un petit peu. Donc du coup, comme je dis, si à chaque fois vous n'avez pas l'occasion de bouger, de bouger justement, enfin de faire le matériel, enfin les opérations nécessaires pour ça, bah, c'est le matériel qui va le faire pour vous. Ça change pas. Souvent, si on a peur de toucher un élément, c'est que c'est un mauvais indicateur parce que derrière, ça indique de gros ennuis à venir. Et pas que chez les petits. Hein. Donc, du coup, il y a quelques exemples ici qui peuvent justement vous faire rire là-dessus. Conçu chez Datadog, dont du coup ils ont eu un problème récemment sur justement la gestion de consul. Où il y avait justement, ils ont atteint des limites, ça a fait un énorme storm et ça a mis par terre toute l'infrastructure. Comptable avec NTP chez GitLab, en gros, GitLab, ils avaient, donc dans toutes les instances qu'ils déployaient, ils fournissaient des valeurs par défaut qui étaient tout un instant T. Et donc du coup, tous les clients qui utilisaient leur version de logiciel pour les updates ou autres, bah, ils allaient tous query au même moment, à la même seconde, parce que tout était synchronisé parfaitement avec NTP, donc du coup, ils se faisaient DDoS 1 seconde ou 2 secondes à chaque heure, mais ils ne le voyaient pas, parce qu'il n'y avait pas un bon outil de monitoring. Instapaper, ils ont aussi eu un problème dès la construction, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient une limite de 2 TB sur un file system, parce qu'ils avaient que des extensions un petit peu au fur et à mesure, et donc du coup, ils ont eu énormément de problèmes pour recover les données. Et pareil, le WAF de Cloudflare qui a pété la moitié du net, juste parce qu'il y a une regex qui était un petit peu trop greedy, et donc du coup ça a bien fait péter le tout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire un petit peu attention, surtout quand vous utilisez des éléments un peu critiques. Je vais copier les différents blogs là-dessus, sachant qu'il y a toute une série d'outages qui sont plus ou moins rigolos, mais derrière ils sont tous assez intéressants, mais ceux-là ils sont particulièrement dus à un manque de connaissance des couches plus basses en fait. Et il y a un autre article que je vais envoyer aussi, c'est Content Culture, qui était justement comment les gens avaient l'habitude de se foutre de la gueule d'un langage, donc j'en ai donné des exemples justement avec JavaScript tout à l'heure, pour se dire, bah oui, mon langage, il est mieux parce que le tien est tout pourri, etc. Non, en fait, à chaque fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un langage, c'est un outil, et il faut que ça réponde à un besoin particulier. Et si votre outil répond pas à votre besoin, c'est que c'est pas le bon outil. Faut pas juste chercher à faire rentrer un trou dans un carré, un rond dans un carré, ça marchera pas forcément. Voilà. Vous avez d'autres questions, des idées, des trucs comme ça? Alors pour le prochain, je vais essayer de faire un truc un peu plus sympa où vous pouvez aussi interagir directement autre que par le chat. Genre justement vous pourrez avoir la webcam ou parler en direct, donc du coup ça devrait être pas mal. C'est la première fois que je fais ça, donc du coup c'est encore le bêta. J'avais pas vu dans notre pot de PS, il y a des process en statut I. En statut I, alors que je dise pas de bêtises. Encore l'output, non? Statut I. Cela.
Alors, I, il me semble que c'est IO, mais R, comme à chaque fois, hein, quand on sait pas, on demande au man. Et voilà, alors c'est idle kernel thread, donc du coup c'est pas un slip, c'est un idle kernel thread, c'est pour ça. Donc du coup ici à chaque fois vous allez voir zombie process, donc c'est-à-dire que comme on a dit, chaque process est zombie à un moment, en général pour très peu de temps. Si vous le voyez, c'est qu'il y a un problème derrière. Il y a aussi les deux T, donc du coup ceux-là qu'on voit, en fait c'est le T majuscule c'est quand il est stoppé typiquement avec CTRL Z, et petit t c'est quand il est stoppé avec le debugger. Donc typiquement quand vous faites si je fais un GDB args bin date plus %s, un truc comme ça quoi. Ok. Hop, alors. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse un step. Run. Ouais, sauf que lui c'est terminé directement, je vais lui mettre un breakpoint. Break main, voilà, run. Ok, donc là, vous voyez, il s'est arrêté sur main, donc au tout début de ma fonction. Et là, mon process bin date, il est effectivement en mode tracing. Donc du coup... Next. Du coup, ça c'est... Alors ça, je sais pas si vous... C'est un truc qui est très pratique quand même si... Hop, je vais essayer ça. Ça c'est un petit outil qui est quand même très sympathique, c'est ce qu'on appelle GDB init. Bon, du coup, c'est justement quand maintenant avec GDB vous pouvez avoir directement du Python dedans. Et donc du coup GDB init, ce truc-là, ce qu'on appelle aussi GDB dashboard, qui vous permet d'avoir un dashboard un peu plus sympathique à lire, surtout pour voir les registres, la mémoire et tout le reste. Et donc du coup, ça vous permet de plus facilement naviguer un peu dans le tout. Step in. Oui. Vous voyez par exemple, ça, c'est de l'assembleur x86. Et c'est justement les parties, ce qu'on appelle du code machine. Et derrière, donc du coup, ça fait des différentes opérations. Donc typiquement, quand on fait un XOR d'un registre avec lui-même, c'est quand derrière dans le code, on a fait égal 0. En fait, une variable égale 0, bah lui, il va le transcrire en un XOR EX. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible. Un mov, derrière, ça va justement servir à faire une assignation variable. Voilà quoi, après derrière, le CP thread fonctionne. Ça c'est pas mal. On aurait pu aussi. C'est une petite partie de ce qui est réellement sous-jacent. On aurait pu parler d'énormément de parties comme la gestion de la mémoire. Au niveau de l'allocateur mémoire, typiquement quand on fait on avait dit qu'on faisait un malloc. Quand on fait un malloc, bah derrière c'est une partie de la libc, donc du coup qui est ce qu'on appelle l'allocateur mémoire. En dessous le GCC c'est ce qu'on appelle ptmalloc2. Donc la glibc c'est ptmalloc2. On a aussi JE-malloc, où il y a d'autres allocateurs mémoire qui sont utilisés pour d'autres fonctionnalités, typiquement JE-malloc, il y a TC-malloc, et d'autres. En gros, ils servent pour tout ce qui limite la fragmentation de la mémoire, et donc du coup c'est utilisé pour des workloads très particulières. En général, c'est les grosses boîtes du style Google, Facebook qui peuvent se permettre de générer des trucs pareils. Mais quasiment partout, vous allez avoir l'EPSRED, donc c'est-à-dire ptmalloc2, qui est la librairie standard du kernel. Et donc du coup, malloc, bah, c'est elle qui va faire la gestion avec le tout. Voilà. Du coup, toujours pas de questions. Enfin, en plus. Donc du coup, bah... De toute façon, comme dit, on va essayer de faire un truc un peu plus interactif aussi pour les prochaines fois. On va voir comment faire. Pour participer en live, en audio et tout.
Ouais, du coup, n'hésitez pas ensuite. Donc il y a d'autres parties dont on parlera un peu plus tard, aussi bien sur la gestion du cloud que enfin des sujets un petit peu divers, que ce soit le cloud, l'optimisation, les performances, l'analyse, des trucs comme ça, donc toute une série qu'on donnera prochainement. Voilà. Merci à tous et puis bonne journée.